Bonjour Salut, Madeleine, bonsoir à tous. salut Nat, bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous. Nous sommes le 5 mai 2024. Je fais ce live Twitch sur les peintres, c'est-à-dire Thomas fait d'habitude. Là, il m'invite à faire pour Madeleine Roger-Lacan. Et, euh, et c'est Thomas qui montre les peintres français, la scène française et les peintres contemporains vivants. Aujourd'hui, on est avec donc Madeleine Roger-Lacan. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez poser les questions tout au long de l'émission et on les posera à la fin à Madeleine. Et, euh, et vous pouvez aussi trouver le replay de cette émission sur la chaîne YouTube Les Apparences. C'est déjà 86 heures d'interview. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour être au courant des nouveautés et à liker et à partager vos interviews préférées. Madeleine, donc j'ai préparé quelques questions sur tes tableaux que tu Ouais. as choisis. J'étais triste de ne pas choisir moi-même, mais j'essayais d'influencer les choix. Et je suis très contente de choisir. Et, les peintures que tu as choisies résument donc un peu ton travail et ton parcours. Et on va commencer avec la femme montagne. C'est une toile donc de 2 mètres sur 3 mètres, technique Oui. sneak sur toile de 2017. Ouais, Voilà. exactement. OK. Là, on la voit sur l'écran, probablement. Ok, Et, alors attends, j'y vais. Oui, donc la femme montagne. voilà, la fin montagne. Et que tu as exposé d'ailleurs dans une exposition chez Jousse Entreprise. Et donc, le petit visage, tu l'as fait sur le mur. On le voit là. Ouais, le Euh, petit visage, la toile est découpée. Il faudrait faire une image de ça, mais ouais, le cou, la tête qui existait, elle a été coupée, elle tombe dans le trou. Et le visage hyper simple, simplifié, il est comme une sorte de gimmick de visage un peu. Il est sur il est peint sur le mur directement. hmm. C'est drôle parce que derrière toi, il y a un autre tableau avec un visage justement dans un autre visage sur un tableau de... euh, Oui, c'est un tableau de la même époque et c'est une sorte de réponse à la femme montagne. Et c'est un tableau qui était à mon diplôme aussi, parce que la femme montagne, j'ai fait à l'école. Et c'est un tableau que j'aime beaucoup, que j'ai pas vendu, que j'avais exposé au musée Matisse et tout. Mais c'est un tableau que j'aime parce que il est, je sais pas, j'avais demandé à quelqu'un de poser pour moi à l'atelier pour le faire, Martin De Pal, qui est un artiste aussi. Enfin, je sais pas, il y avait un truc, tout un processus dans cette peinture où j'avais été assez courageuse de le faire. Et du coup, j'aime bien cette peinture et voilà. Et je trouve que j'ai touché à des choses qui me plaisent et je suis contente de vivre avec. hmm. Et c'était une réponse aussi à la femme montagne. Donc Mais il y a c'est des une sorte tableaux de. comme ça qu'il faut être ravi de ne pas avoir vendu finalement, non? Qu'il Ouais, faut bien de les avoir pu les garder. Sur le coup, on est embêté. Sur la longue durée, on est très, très heureux. ouais, on est content. Et Mais pour la la femme, femme, oui, ouais, j'avais juste la, une question pour la femme dis-moi. montagne, si c'est possible. Et sur le côté un peu en taille, Simone en taille, sur les plis, etc. Où Ouais, oui, mm, c'est complètement, j'ai complètement piqué sa technique pour le fond. J'ai juste, génial. Je voilà, sais pour j'ai, piquer, hein, il n'y a pas de... je pense que c'est cette esthétique de, j'avais vu l'expo à Pompidou et je Mhm, pense que cette esthétique un peu qu'a Clifford Steele aussi, enfin l'esthétique du déchiré, mhm, du découpé, en fait, c'est complètement, enfin c'est complètement lié aussi, je pense, à Matisse en taille. Euh, et je trouve que et je pense que j'avais vu peut-être, même j'avais même piqué ça à un autre artiste j'étais allée à la montagne et j'avais vu des dessins de, je sais pas en fait comment j'avais eu cette idée, mais j'ai récupéré cette technique. Après, je l'ai un peu salie et mhm. puis elle est pas aussi graphique qu'en taille, mais mais j'avais complètement piqué l'idée. Et ensuite, tu l'as couvert, donc c'est pas du tout en taille dans le sens où finalement c'est juste dans un arrière, c'est comme un hommage à en taille à l'arrière-fond. Ouais. Et ensuite, il y a des sortes de morceaux dans les fesses, en bas dans la neige.
des morceaux de on ne sait quoi, très croûteux. Ouais, c'est très coûteux. Il y a la matière, ouais, surtout dans les fesses, il y a. En fait, ça s'est passé. C'est un tableau que j'ai fait sur la longue durée. Mhm. L'idée. Puis c'est un tableau qui correspond à un état un peu de. Le point de départ, c'était vraiment enfin, ça part toujours. Pour moi, c'est vraiment le premier tableau que je montre. Pour moi, c'est le premier tableau de, du début de ma vie d'artiste. Je pense avant, c'était plus peut-être des recherches et c'est pas des trucs que je montre, mais la Mm. femme montagne, je la montre. Et elle est très importante. Elle a été hyper douloureuse à faire. Elle m'a empêchée de dormir, elle m'a fait des migraines atroces. Je pense même c'est pour ça que j'ai coupé la tête. Le faire ce corps géant disproportionné, c'était pour pas que ça soit. Il y avait vraiment des moments où c'était d'une laideur. Mm. Mais c'était insupportable à regarder. J'arrivais à l'atelier, j'avais honte. Enfin, c'était horrible si je l'ai fait au Beaux-Arts. Donc encore dans ce contexte où tout le monde peut voir, Mm. où tu peux pas passer des étapes affreuses incognito, quoi. Les étapes affreuses, c'est devant tout le monde. Et mais elle m'a, en fait, ouais, c'était vraiment un truc de peinture hyper physique. Et donc le départ, l'idée, c'était donc cette femme allongée dans la neige qui à la fois regarde la montagne et regarde le spectateur Mhm. et qu'elle est de dos. Donc il y a vraiment ce truc impossible, cette énigme impossible au départ. Mm. Elle regarde les montagnes. Les montagnes, elles ont quelque chose d'assez sublime, mais assez catastrophique aussi, et d'assez effrayant. Donc, j'ai fait juste un dessin comme ça sur une petite toile. Donc, j'avais résolu aucune des questions formelles qui allaient arriver. Et puis, je suis partie en très grand comme ça. Et petit à petit, j'ai utilisé des photos donc, j'ai fait le dessin. Donc, le dessin était très libre. Et puis après, j'ai essayé de donner plus de forme, de volume dans ce corps. Et là, il y a eu plein de problèmes. Ça ressemblait à des trucs de graffiti dans la rue. Enfin, c'était pas. En fait, j'ai beaucoup cherché mon esthétique. Mm. Et même ce mur gris, en fait, à un moment, je me suis dit, mais en fait, cette montagne, elle est imaginaire. Donc, en fait, il faudrait que je parte vraiment des photos que j'ai prises et qu'à partir des photos que j'ai prises, je dessine des montagnes. Enfin, c'est passé plein d'étapes. Et à un moment, il y a une sorte de truc qui s'est passé quand j'ai voulu recouvrir de blanc ce corps en contre-jour. Et tout d'un coup, il y a eu ce truc qui s'est figé comme si cette femme, elle se prenait dans la neige et elle commençait à geler. Et en fait, Wow. c'est une femme nue allongée dans la neige. Et en fait, il y avait ce truc très, très violent, même dans les fesses, cette matière hyper croûteuse de la terre que j'avais mise d'abord. Mhm. Euh, et du coup, il fallait composer avec tous ces éléments hyper violents qui ne. Et même Tim et tel, donc j'étais dans l'atelier de Tim et tel à ce moment-là, il était genre, mais je comprenais rien comment je faisais cette peinture. Et il me disait, mais la terre, il faudrait peut-être que tu la mettes à la fin et tout, etc. Et, euh, et voilà, donc, et ça parle vraiment d'un truc d'un état d'intimité un peu. Je traversais un truc assez dur à ce moment-là, d'être un peu en train d'observer une sorte de catastrophe. Et en fait, en même temps, je pense, une citation de beaucoup d'Odalis qui est. Enfin, je pense qu'elle raconte. En fait, j'ai toujours pas compris cette peinture, mais je sais juste qu'elle est très importante et qu'elle parle du sublime et de la catastrophe et de l'intimité et de la souffrance. Et ouais, il y a ce corps qui est petit à petit pris dans la neige, qui est trop gros pour se relever. Voilà, la femme montagne. Oui, c'est un sujet très classique, un peu à la Friedrich, je crois. Ouais, il y a Et un truc de. la spiritualité, quoi. Oui. J'ai l'impression que j'ai regardé la nature, quoi, et faire montagne. Ouais, Mm. oui, 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 la montagne, c'est comme une sorte de. Oui, il y a un truc très spirituel dans la montagne, le symbole de la montagne. Mais c'est Et fou parce puis, qu'elle n'est pas du tout aussi simple que tous les tableaux qui étaient faits avant avec ce motif. Il y a une complexité qui s'ajoute, comme si tu te ne contentes pas du tout j'ai l'impression que tes toiles sont souvent dans le multiple, et, multiples idées à la fois qui se chevauchent, quoi. C'est jamais, ça part jamais d'une seule chose et c'est jamais lu d'une seule manière.
Oui, Même si là, l'image, elle est faite avec deux choses, trois max. ouais. Oui, j'aime bien l'accumulation de... En fait, il y a ce truc où de se charger, se charger, à un moment de décharger quelque chose sur la toile. Euh, mais qu'en fait, des choses qui viennent de différents endroits, tout d'un coup, il y a une sorte de logique qui se crée et que la peinture incarne. Super, moi, j'adore cette toile. Euh, je vais regarder mes questions. Euh, Vas-y. on va passer au prochain tableau d'ailleurs. Donc, le festin des bouches cannibales, Ouais, de bien. 2019. Ah, on est bien, Ouais. on va être bien dans la chronologie. Je suis très contente des tableaux. Donc, là, c'est une toile qui fait à peu près la même taille, 220 sur 280. C'est une huile sur Mhm. toile. Euh, Je, j'avais peur qu'on la comprend mal en image et je pense qu'on comprend pas si mal. Surtout que dans les apparences, il montre bien les détails, c'est chouette. Ouais. Et moi, je me rappelle que quand je l'ai vu en vrai, j'étais mais en admiration totale de cette peinture. Et d'abord que c'est tellement beau comment tu peins, juste en fait comment tu bouges quoi, c'est très très beau. Et c'est très Comment élégant. ça, comment je bouge, ça veut dire quoi? Ta touche, quand c'est tellement efficace et élégant à la fois, mais aussi très destructeur. Il y a un truc qui est vraiment dans la contradiction, en fait, comme si tu peins parfaitement virtuosiquement, je sais pas comment dire, et ensuite tu acceptes pas cette beauté présente, tu vas la casser quand un petit peu, et avec de mille façons différentes. Et, mais ça, c'est mon interprétation. On Je en vais a te laisser déjà parler. parlé. Toi, Non, non, mais j'adore, c'est elle est, ouais, je vais juste oui. dire une dernière chose, c'est que comment tu peins les matières, donc la peau là, les ballons de bouche, on reconnaît super bien l'aluminium ou ce que c'est, en ballon quoi. Ensuite, il y a une sorte de vague derrière, on reconnaît très bien toutes tes matières. Et je me suis demandé si tu peux nous parler, là tu vas parler de ce que tu veux, mais à la fin, j'ai une question sur la matière, ok? D'accord. Mais dis-moi la question sur les matières. Ok, c'est juste parce que j'aimerais bien après que tu expliques la toile quand même, parce que c'est étonnant comme toile. Donc, ouais, d'accord, on va faire à l'envers. La question sur la matière, c'est est-ce que tu te rends compte que tu es quand même dans, en fait, tu rends très très bien les matières. Et ils sont très reconnaissables. Quand tu peins une lampe à lab, on va comprendre, je veux dire, en fait, tout le temps, on va reconnaître tes matières, malgré que tu choisis des sujets qui sont incroyables. Je veux dire, vraiment, jamais j'aurais à les peindre ce que tu choisis. Parce que ça m'aurait fait chier de rendre cette matière, en fait. Tu vois, parce que ça m'aurait pris la tête. Tu as le bout de scotch mat, mais pas transparent, etc. Mais que tu vas le peindre quand même. Et on sait très bien lequel spécifiquement scotch c'est. Je trouve ça virtuose. Donc, vraiment, merci pour faire ça. C'est très agréable à regarder. Mais est-ce que pour toi, est-ce que c'est important pour toi, les matières? Et pourquoi, comment tu en arrives, etc. Je sais pas du tout comment répondre parce que quand tu dis ça, je pense que c'est une question de quelle matière t'excite. C'est-à-dire qu'on en a parlé l'autre jour. Moi, je suis incapable de peindre comme toi tu peins un cocotier ou le plateau du petit-déj ou je sais pas, tu peins plein de choses de la vie quotidienne, de faits de bois et t'as la patience. Moi, ça m'ennuie. Genre, c'est pas du tout des matières qui m'excitent. Donc, en fait, je pense que c'est juste qu'on a la patience de peindre les choses qui nous excitent. C'est comme quand toi tu dis que tu fais des pieds et des mains pour avoir dans ton atelier une échelle en bois que tu as acheté sur le Bon Coin à l'autre bout de la France alors que tu aurais pu acheter juste une échelle en aluminium. Enfin, je pense que c'est un truc d'intérêt par rapport à des matières. Mais les matières que je peins, je sais pas, en plus en ce moment je me pose beaucoup de questions sur la peinture, tout ça, donc je sais pas, mais en tout cas pour cette peinture-là, Mhm. c'était une sorte de continuité de. Je pense il y a eu toute une phase peut-être.
un peu moins en ce moment, où il y avait vraiment tout un truc autour de la pop culture et d'un truc très... je pense encore un peu maintenant, mais peut-être je pense que je me suis un petit peu éloignée de ça. Mais dans cette période-là, j'étais très attirée. Il y avait ce symbole de la bouée Mhm. de la bouée gonflable qui revenait beaucoup dans mon travail comme un truc très, enfin, la bouée, le ballon, enfin, le truc très, très ludique de cet élément-là qui a toute une histoire qui est liée à la fois, en fait, à l'enfance et à la fois un peu je pense, à la sexualité. Mhm. Euh, je sais plus, oui, je pense qu'il y avait tous ces photos de pin-up avec les ballons, mais bon, après, il y a et après, il y a tout ce truc aussi très des années 2000, je sais pas, 15, les bouées, les photos Instagram, et puis un truc très surréaliste avec ces bouées ludiques, enfin, ces bouées de bouches géantes, ces bouées de cygnes géants, de tout ça, enfin, tous ces éléments de cette frénésie au divertissement qu'on a dans notre époque et je trouvais que c'était un symbole intéressant. Mais le point de départ des bouées dans mon travail, c'était aussi un truc en fait très métaphysique d'observer la relation des corps humains sur donc les corps nus humains, enfin nus, dénudés sur la plage l'été, avec ces bouées qui gonflaient, qui dégonflaient. C'était toute une période de deuil pour moi et je suis sorte associer un peu le vide, l'absence à ces formes abstraites qu'on collait à nos corps et voilà. Donc il y a tout eu c'est un peu des délires comme ça dans mon travail où tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'attrape le regard et je vais tirer la corde et voir jusqu'à où ça me mène. Et donc, ça m'a mené à ces deux bouches géantes Mhm. que j'ai trouvées dans une sorte de pop-up store sur Los Angeles, mais c'était à Paris. Et je les ai achetées. Et Mhm. j'ai fait toute cette mise en scène dans mon atelier avec un mannequin démembré que j'avais. Mais donc ça, c'était par observation dans un atelier que j'avais loué en sortant de l'école à Arcueil et on s'en fout et par-dessus ça j'ai peint Clément donc mon amoureux Clément Courgeon qui est un artiste Très génial encourageant, oui. Clément Courgeon et qui a un corps aussi incroyable qui est lutteur etc et qui donc je l'ai peint je l'ai peint, mais c'était aussi le début de notre histoire d'amour et je l'ai peint recto verso, c'est-à-dire qu'il a vraiment posé pour moi. Je voulais le peindre d'après observation. Il a beaucoup d'énergie, c'était très difficile pour lui de rester statique. Mais donc je l'ai peint donc dans notre chambre et tout. Et ensuite, donc j'ai eu ces deux nus de lui que j'ai après découpés et remontés là enfin, et ensuite que j'ai suspendu partout sur cette grande toile. Donc ça a Mhm. donné le festin des bouches cannibales. Et donc ça parle, je pense, de désir, de violence, de ce truc très ouais, cannibale avec le corps de l'autre. Il y a une citation d'une peinture de Carpaccio que j'ai vue à Venise qui m'a fascinée. Mhm. Saint-Georges et le dragon, Oui. avec qui a tous ces corps. Je me rappelle, j'avais énormément regardé ce corps démembré sur le sol. Je crois qu'il y a il y a des analyses psychanalytiques sur le fantasme du corps morcelé, etc. Mais je les connais pas. J'ai juste lu ça après, Moi non donc plus. c'était amusant. Enfin intéressant. Et donc voilà, donc ça parle de ça. Derrière, c'est une citation d'une sorte de film catastrophe, de tsunami. Et je pense que c'était aussi une façon de parler de la mort et la peur de perdre la personne qu'on aime et de un peu devenir enfin jouer avec cette idée-là aussi de prendre la puissance de la destruction par ces bouches géantes et aussi inverser ce truc de ces bouches qui sont un peu ces symboles d'une sorte une sexualité féminine, d'un sexe féminin, mais d'une bouche, enfin voilà. Et aussi de jouer avec tous ces codes de la bouée, de tous ces codes associés à une féminité très d'objet une femme objet et une femme objet un peu qui en fait devient monstrueuse et qui finalement mange les hommes. Mhm. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi plein de citations de pop art, enfin, la bouche féminine, Tom Wesselmann, tout ça. Il y a plein de citations.
inconscientes qui se sont aussi greffées petit à petit. Et aussi pour la peur de perdre quelqu'un qu'on aime, c'est la peinture, c'est une manière d'un peu de comme contrôler des fois essayer Ouais, qu'on contrôle les choses. Et si je peux me permettre de raconter que toi tu as perdu quelqu'un aussi ouais, avant. Et que c'est pas si on suit ta biographie et donc Félix que tu as perdu avant Clément, c'est aussi de rencontrer Clément, de tomber folle amoureuse de lui et d'avoir peur qu'il disparaît. C'est un tableau à faire que tu n'avais pas peur de faire. Et j'adore comment en fait, la peinture et la vie sont tellement connectées chez toi et les mm, peintures que tu fais sont tellement accompagnent comme ça tes peurs et tes désirs ouais, que, c'est tellement honnête, quoi. Voilà. c'est vrai. Et Merci. je vais me Mais calmer. Pizza oui, party. On a une dernière chose à oui, dire ça va. sur le festin des bouches cannibales. Bah non, et oui, qu'il y a une citation de Félix. Enfin ouais, pour moi, Félix, c'était la tête cassée au milieu, là, la tête de mannequin. Hmm. Il y avait un truc aussi de... Félix. On peut faire un petit zoom, Nils, sur la tête, Je oui. sais pas si on voit bien. La tête de mannequin, oui, qui est clairement pas Clément. Si on connaît Clément, on voit que c'est pas sa tête. C'est plutôt Non, fait. Clément, il est là, il est à gauche. C'est son visage avec son regard un peu perdu. Très bien. On va passer à Pizza Party. Quand je... Let's go! 2 m 20 sur 1 m 80, la même taille. Et Ouais, tu parles de 2000, non, oui, de 2020. ouais. Hein, de 2020. Et c'est là que j'aurais dû parler des matières, mais comme c'est pas mon métier, l'interview, je m'en fous. Mais je vais reparler un peu des matières, ça ne te dérange pas? Ah non, Et- pas du tout, mais c'est des différentes matières en plus là. Donc c'est. Là, puis, Bouche Cannibale, je pense qu'il y avait aussi un peu un truc de challenge après mon diplôme qui s'est pas passé, bien passé aux Beaux-Arts. On m'avait dit que j'étais un peu. C'était un peu bricolé, mes tentatives d'assemblage. Et du coup, là, j'avais envie un peu genre d'en foutre aussi plein la vie en mode genre, je sais peindre, vous me faites chier. Regardez. Mais, euh, mais du coup, oui, les matières. C'est là que je suis impressionnée en tant que peintre et que le peintre s'en très... Non, mais le jury, c'est dingue. S'il y a un truc qu'on peut dire au peintre, c'est que, waouh, le jury, mais fuck them. Vraiment, vraiment. Et Mais on, non, en fait, et ils nous, on avaient n'est pas aussi jury, raison. hein, mais fuck nous aussi. Et c'est juste nul ce qu'ils disent la plupart du temps sur la peinture. Il faut pas le prendre aussi mal et aussi à cœur. Voilà. Ouais, en même temps, c'est comme ça qu'on a. Enfin, je sais pas, moi je sais que j'ai. Bref, pour d'autres raisons, ça s'est pas me passer, mais parce que je savais pas du tout comment parler mon travail, mais c'est pas très grave. Bref. En tout cas, la matière, c'était bien, c'était une bonne critique. C'est vrai qu'il fallait pousser un truc, mais j'étais. C'était à 5. Enfin, bref. Donc, pizza party. Moi, on m'a dit qu'il faudrait pas que je fasse des portraits, en gros, parce que c'est très ringard. Ouais. Donc, j'ai quand même montré un portrait, et, alors que j'en avais plein. Et c'est vrai ils ont dit beaucoup de choses sur mes toiles et de sympa. Et quand ils ont passé à côté du portrait, c'était genre, on va parler d'autre chose. Et on parle pas de moi ce genre. Alors, pizza party. Oui, mais tu vois, après, parce que t'as aussi. T'as dû beaucoup Enfin, je sais que ça a été un long voyage pour toi, les portraits, arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Enfin, je pense que quelquefois aussi les critiques, ils voient pas. Enfin, quelquefois on voit pas, on passe à côté parce que c'est pas encore assez mature. T'as raison. Faut- Non, t'as raison que les critiques, c'est hyper bien. c'est bien. Je trouve quelquefois on critique justement pas assez. On est trop sympas les uns avec les autres. Faut un peu C'est vrai, mais je dis juste, il y a beaucoup d'étudiants qui écoutent cette émission et il y a beaucoup d'étudiants qui subissent Ah oui, des trucs qui sont pas du tout peintres et que quand on parle que de pourquoi c'est pas de l'installation quand c'est de la peinture ou des choses comme ça, c'est très dur dans les écoles d'art en France. c'est vrai. Mais oui, la critique, c'est hyper bien et c'est vrai que c'est bien d'avoir des amis peintres pour avoir plus de critiques dans sa vie, de garder ses amis peintres après l'école. Ouais. Mais je Alors, trouve qu'on est trop sympas tout le monde. Mais bon, c'est un autre même les sujet. amis, ouais, c'est vrai. Ok, si vous pouvez trouver d'autres critiques. Votre mère, ok. Ah oui, peut-être pas la matière, on en a parlé. Donc, le fait que tout peut être peint chez toi et pas de sujet ingrat aussi.
Euh, Ouais, Génial. Est-ce que tu peux nous parler de Pizza Party, s'il te plaît? Pizza Party, une autre peinture qui m'a beaucoup pris la tête. Qui, au départ, ouais, ça a été très, j'ai mis 1 an et demi à la faire, je crois. Entre les photos et les... En fait, il y a énormément de couches de... Je sais pas, en fait, je sais pas. Pour moi, c'est une peinture importante parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment éclaté toutes à beaucoup toutes les surfaces et d'avoir trouvé un équilibre. Mais il y a eu, je pense, je sais pas, 7 8 10 15 étapes où j'étais genre, c'est bon, c'est fini. Et en fait, non, c'était pas fini. Et je revenais. Donc, en fait, c'est une sorte aussi de nature morte de l'échec d'une peinture. Hmm. Il y a des photos, il y a des peintures sur toile, il y a des paillettes, il y a de la photo collée, il y a des fanions en plastique. Cheap, il y a une petite nature morte de, de fin ouais, de chips et de trucs. Au milieu, c'est une grande scène onirique avec 3 corps, avec ce dessin très linéaire qui revient dans mon travail. À droite, c'est une femme qui écarte ses fesses et son anus, c'est en fait une bouée pizza où il y a d'une photo commerciale qui vend des bouées pizza. Et puis, il y a des photos que j'ai prises de plein de moments d'intimité avec des corps, etc. Mais en fait, tout est peinture. En fait, dans cette peinture qui est importante pour moi, c'est que toutes les matières deviennent peinture. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi, je pense que Isa Gensken, qui est une artiste dont je voulais parler, mais finalement, on n'en parlera pas dans ce Twitch, mais m'a beaucoup Oui, touchée. si. Euh, enfin, on en parlera, bref, mais en fait, et là, de le revoir là, je me dis oui, cette idée que tout peut être, pas tout est, que pour moi, la peinture, je pense, ça n'est pas que la peinture de l'huile sur la toile et que j'ai vraiment besoin d'aller chercher, en fait. Mais du coup, c'est pour ça que je suis assez lente, c'est que les choses, elles prennent du temps à décanter, à sédimenter. Il faut aller trouver, et de trouver à chaque fois Je peux pas du tout être systématique dans ma pratique, en fait. À chaque fois, chaque sujet demandé. Là, le sujet, c'était sorte de fantasme d'amour et d'amitié, de fusion amicale et amoureuse, en fait. L'idée sera beaucoup, mais pas une idée de tout le monde fait l'amour comme ça ensemble, l'idée de fusion à beaucoup de gens, enfin, de chaleur, je pense que la pizza, c'était une sorte de symbole pour ça, de moi, et puis je trouve ça très comique et comme sujet, et Symbole de fête. Tout le monde connaît quelqu'un qui ouais. fait un pizza et tout d'un coup, c'est la fête. Oui, c'est ça, ce Elle truc très cuisine. très simple, très populaire aussi de la simplicité et populaire dans le sens accessible à tout le monde, quoi. Hmm. Et, euh, et voilà, donc c'était une sorte vraiment de délire pictural basé au départ sur une idée de... Donc c'est juste ce fantasme d'amitié amoureuse. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont, c'est une sorte de natte géante, c'est tressé de plein de choses différentes et il y a plein de détails. Et ce qui est dommage, c'est que c'est une peinture qui a été, enfin, très heureuse, elle a été achetée par un collectionneur en Suisse, mais elle n'a jamais été exposée. Donc j'ai eu assez peu De retour, en- mais de heureusement retours, qu'on en a mais introduit. Mais, euh, voilà, mais j'espère peut-être qu'un jour elle sera tu peux exposée aller. quelque part. Ouais, peut-être plus tard, quoi. Ouais, et il y a beaucoup de choses, ouais, elle est très chargée. Et j'ai juste une dernière question, mais on va vite passer à Bobo parce que et, Ouais, le temps. il C'est faut juste, tu rentrer au dis toutes bureau. tes peintures, mais il y a quand même des photos qui sont les Oui, photos. pour moi, c'est des éléments picturaux aussi, ces photos, en fait. Oui, parce que Les surtout que photos, tu les utilises pour la peinture presque ces photos. oui, et puis en fait, le dos, le détail, on voit le dos qui enlace une fille sur la chaise avec En plus, ça, c'est une photo que j'avais prise et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, on dirait le luxe de Matisse, avec ce personnage qui passe en dessous, etc. Et là, ça écho avec le. Et puis la vu que j'utilise la photo commerciale, après ça fait repartir après sur les photos à l'extérieur. Et puis après, il y a aussi des photos peintes en trompe-l'œil. Oui, oui, je vois. Euh,
Et puis, il y Oui, a l'idée que l'image, la photo, en fait, elle fait part, quand je peins la- la- le sac de barbecue style, bah, c'est une photo aussi, mais une photo qui est imprimée sur une matière, donc il faut peindre la matière. Enfin, il y a tout ce truc, je pense, sur l'image, l'imaginaire, sur comment toutes ces choses sont impliquées les uns dans les autres, et c'est un peu, vraiment, c'est un bordel. hmm, super. Voilà, Et, j'aimerais qu'on parle de Bobo, mon sexe et mon... parle bobo, c'est parti. Et, et j'aimerais que tu nous racontes qui est Bobo, et ensuite j'ai une question. Il est juste de 2010, pardon, 2023. 2022, et il fait 2,10 m sur 1,10 m. Lui, il est là sur toile. Ok. Ouais. Alors, Bobo, c'est je vais essayer d'aller vite. Donc, c'est une déesse. Euh, En fait, je l'ai découvert dans un livre de Sophie Bramley où elle parlait sur le féminisme et sur sa relation au féminisme. Et elle parle de la représentation de la vulve, du sexe féminin dans l'histoire de l'art. Et donc, ça n'a pas été un sujet, ça a été un sujet de très longtemps quand même occulté. Et elle parle de cette euh, divinité grecque qu'on a retrouvée dans des temples dédiés à Déméter en Asie mineure. Et enfin, regardez, Bobo, c'est des petites sculptures sublimes. Il y en a pas mal à Berlin, dans le musée d'Antiquité. Et en gros, c'est une figure de fertilité. Donc, c'est Mhm. cette femme avec le visage sur le ventre. En fait, c'est une femme sans. Elle est ce ventre, elle est ce sexe, elle est vraiment ce corps. Ça s'arrête là. Et elle est liée à Déméter et au mythe de Perséphone et Hadès. Donc Perséphone, qui est la fille de Déméter, qui est la déesse de la terre et des saisons, elle se fait enlever par Hadès. Vous avez tous en tête la sculpture du Bernin où Hadès agrippe Perséphone qui pleure et c'est horrible à se faire violer. Non, non, non. Et du coup, Déméter est traumatisée, sa fille a disparu, elle la cherche partout sur la terre, elle la retrouve pas parce qu'elle est aux enfers, et elle ne mange plus, elle ne boit plus, non, 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 c'est la catastrophe. Le monde dépérit, et arrive ce personnage de Bobo qui, lors d'un festin, lui propose à boire du vin. Déméter refuse, et Bobo, parce qu'elle est déprimée, et Bobo décide de soulever sa jupe, lui montrer son sexe, lui raconte des blagues obscènes, fait une sorte de danse et tout, et face à cette accumulation d'absurdité et de grossièreté, Déméter rit, et c'est une sorte et accepte le vin, et petit à petit, ils vont trouver une solution, et Perséphone va revenir 6 mois par an avec sa mère, et 6 mois par an, elle retourne aux enfers. Et au printemps, été, Déméter est avec sa fille. Automne, hiver, Perséphone retourne aux enfers. Et du coup, Bobo, elle est un peu. Donc, tout le monde connaît, enfin, beaucoup de gens connaissent cette histoire sans connaître Bobo parce qu'on peut facilement l'enlever de l'histoire. Mais je la trouve assez géniale parce qu'elle est cette incarnation du désir comme élan, enfin, de la sexualité comme élan vital, comme choix de la vie sur la mort, d'humour aussi, et à très très loin en fait de cette vision très culpabilisatrice qui ensuite a été beaucoup liée au christianisme, etc. La sexualité comme quelque chose ouais, de coupable ou de honteux alors que c'est vraiment quelque chose d'essentiel et d'extrêmement puissant. Et, euh, et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai vu une image de diable médiéval dans une enluminure où il y a un couple qui s'enlace et à côté il y a un diable vert. Et en fait, le diable vert, il a un double visage. Il a un visage là et un visage sur le ventre aussi. Et du coup, c'est un peu comme si Bobo était revenu au Moyen Âge transformée en dragon vert atroce. Mais bon, elle fait quand même toujours son travail. Les gens font l'amour quand elle est là et les gens profitent de leur sexualité grâce à elle. Et donc voilà. Yeah. Donc Bobo, mon sexe et mon cœur. Et donc c'est aussi un autoportrait. C'est aussi peut-être une façon pour moi de parler de ma sexualité. Et puis toute cette laque noire, elle est là à la fois pour parler, je pense, de ce contraste entre la vie et la mort, mais aussi entre
la sexualité et tout ce qu'elle a d'étrange, bizarre, inquiétant, trouble et voilà. Et Oui, on ne voit voilà. pas dans l'image, mais quand on est devant la lac noire, on se reflète dans la lac noire et on se retrouve entre les jambes de Bobo et la peinture Oui, s'active. Euh, on est un peu dans cette matière noire Et non. entre on est une sorte d'ombre comme ça. On est entre les jambes, mais donc voilà, Bobo. Génial, génial. C'était très complet. Je vais passer à la prochaine toile. Et j'avais une petite question, mais comme c'est technique, je dis, mais juste comment est-ce que tu conçois est-ce que c'est à la base que tu conçois tous tes châssis, etc. Ou la forme, quand même, c'est la toile sur châssis, on est d'accord. Ouais, c'est de la station châssis. Ouais, c'est un châssis que ça j'ai construit. Super. Et ça, je l'ai construit d'abord et ensuite la matière, enfin la peinture s'inscrit dans la forme. Mais d'abord, je fais un dessin, après je découpe la forme, après je, oula, il faut que je branche, désolée, mon ordinateur. Euh, et, euh, et voilà. Et je peins sur. Je Je te dirais laisse une alors couche de brancher deux. et je vais Ouais, annoncer la prochaine toile qui est annonce la prochaine fois. réflexion. Je te vois te moquer là, Madeleine. Réflexion sur sur le fantastique dans un jardin merveilleux, donc de 2022. C'est une toile énorme de 3,10 m sur 2,20 m. Et donc, qui était exposée dans l'expo solo que Madeleine elle a fait chez Franck Elbaz 2022. Et là, donc, il y a encore une fois la grande toile et une forme qui est comme découpée de la grande toile, encore une fois sur châssis. Euh, c'est étonnant qu'un châssis peut avoir cette forme, hein. C'est quand même incroyable. Mais si on regarde bien, elle n'est pas exactement la même. C'est-à-dire ils font Oui, pas ça ça sur les s'emboîte pas. pas. Ouais, ça s'emboîte pas. Et Je suis là, pardon. je veux pas dire pourquoi ça me fait rire. Est-ce que Pourquoi ça se fait? est-ce qu'on peut tu nous expliquer, parce que tu as fini cette toile dans la galerie, non? Oui, je l'ai peint dans la galerie, j'avais pas la place de mon atelier. Ok. Comment elle est Cette venue? Comment elle est venue? Elle est venue. euh, Elle est venue. D'abord, j'ai fait une grande aquarelle. C'est comme ça que j'ai dessiné la forme, en fait. D'abord, j'ai fait une grande aquarelle. C'était une rencontre avec un jardin euh, près de à Fontainebleau, près de Barbizon, enfin à Barbizon. Un jardin, c'est quelqu'un qui vend des statues de jardin. Bref, je suis rentrée, mais j'ai eu une sorte de choc esthétique dans ce lieu, Mhm, vraiment à l'orée de la forêt. Et mhm, il y avait un truc comme si ce lieu, je l'avais déjà, enfin, il y avait déjà vu, je le connaissais déjà. Et je pense que ça a fait écho avec toute une esthétique très des contes de Gustave, des gravures de Gustave Doré, de La Belle et la Bête de Cocteau, enfin, quelque chose de très onirique et fantastique de mon enfance et de quelque chose d'assez peut-être français aussi, comme ça. Et donc voilà, donc j'ai fait plein d'images de ce lieu. Et puis je l'ai peint Je veux comme juste dire ça et observation. Tu l'as ouais, fait dans le truc de sculpture avec la forêt. Tu les as vraiment pas en observation. j'ai fait des dessins par observation là-bas, mais j'ai pris des photos, je pouvais pas, je l'ai pas, ça j'ai peint dans la galerie. Mais en Oui. gros, cette peinture, elle parle, donc c'est un autoportrait. Donc en bas à droite, c'est le point de départ, c'est vraiment cette pose mélancolique en autoportrait du peintre. Avec une citation un peu d'une sorte de vanité avec cette tête coupée à mes pieds est pas un, qui n'est pas un squelette, mais une tête de poupée de Marilyn Monroe cassée, Mhm. qui est aussi cette figure un peu fantôme derrière moi. Et c'est une sorte d'interrogation que je me suis posée vraiment à ce moment-là, qui était, mais pourquoi ce besoin toujours de m'échapper du réel dans les fantasmes et dans le fantastique. Euh,
Et je pense que la réponse un peu de cette question, c'est en fait, elle est un peu dans la tête cassée, euh, qui en fait, donc c'est la, 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 la sculpture derrière moi, c'est aussi une sculpture qui vient d'un décor de film de Marilyn Monroe dans 7 ans de réflexion. Et elle avait vraiment la tête explosée quand je l'ai récupérée. Et il se trouve que ça fait écho au réel, qui est que Marilyn Monroe, le jour de cette scène de film, elle Mhm. s'est vraiment fait battre par son mari, Joe DiMaggio, Mhm. un baseballeur très connu américain. Et parce qu'il ne supportait pas, et là on retrouve un peu Bobo, il ne Mhm. supportait pas que tout le monde ait vu pendant le tournage de cette scène où la jupe de Marilyn Monroe est soulevée, que tout le monde ait vu la culotte de sa femme. Et donc il l'a battue. Et, Et donc, je pense que la réponse de pourquoi ce besoin de se réfugier autant, et je pense que c'est aussi toute la série de peintures qui allait avec cette toile, c'était beaucoup autour de l'amour, de la sexualité, de ma sexualité, la sexualité féminine, le désir, la vulnérabilité, en fait, de tout ça. Et je pense que c'est le besoin, en fait, de réfugier énormément la vulnérabilité, le, les secrets, enfin, je sais pas, tout ce monde intérieur qui, en fait, tu peux pas, t'es obligé en fait de te réfugier dans ton monde imaginaire pour vivre tout ça pleinement en fait, sans te faire agresser. Je pense que c'était un peu ça, Donc, une des accepter réponses. finalement le fantasme un petit peu. Oui, et Comme... que finalement la peinture est un lieu hyper, on peut vraiment s'y réfugier. En fait, même les musées, c'est des lieux de refuge. L'art, c'est vraiment un refuge. C'est comme un peu les églises. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de enfin, je sais pas, moi j'ai un rapport comme ça un peu avec l'art de refuge du monde, refuge du bruit du monde, refuge des agressions, refuge des... Même si ça peut avoir lieu partout, mais il y a cette quête-là un peu, je pense. Ouais, même l'atelier. Je sais Ouais, pas que pourquoi pas tout le monde a un atelier. oui, vraiment. Et, Euh, ça peut être aussi un coin dans la cuisine, un atelier, hein. Ça fait du bien. oui, Et, la chambre à soi. alors, ouais, ok. C'est juste que j'ai voulu, en fait, je sais pas comment dire cette question, mais j'ai voulu parler de fait que donc tu puises dans la vie tout le temps pour créer des situations même qui vont faire peinture. Là, tu es tombé, c'était une trouvaille, ce jardin. Et en fait, souvent, si tu vas provoquer la vie pour avoir des proies pour amener à l'atelier, quoi. Oui, Et, et je trouve ça génialissime. Et parce que c'est comme si tu as besoin vraiment de vivre pleinement la chose pour pouvoir la peindre, sinon tu vas pas savoir comment la peindre presque. Et je trouve que dans le jardin, quand même, on sent que tu étais là. Et, et on sent que tu avais une réflexion là et que tu essaies de la dire en fait avec cette peinture. oui, c'est vrai. Je peins Et très mal si j'ai pas ressenti, si j'ai pas vécu physiquement ce que je veux peindre. je comprends. Et c'est aussi parce que tu es très entière et tu veux pas peindre en s'ennuyant. Tu peux pas supporter l'ennui, tu peux pas supporter l'inhonnêteté, etc. Donc, tu es pas là pour juste travailler, tu es là pour, aussi pour t'amuser. Tu fais pas de compromis là-dessus. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont tellement vivants et pas ennuyantes. Toutes les matières sont intéressantes parce que toi, tu t'ennuies pas. Et Oui. peut-être que pour pas s'ennuyer, t'as fait des choses. Non, tu as fait des choses. Tu es allé chercher, tu es allé voir, tu as fait des dessins de trucs, tu as fait tes réflexions, tu as lu sur Marilyn Monroe, tu es allé amener la poupée. Il faut qu'il y ait une Oui, histoire. Il faut que tu joues dans l'histoire. C'est comme tu joues avec tes poupées, tu vois, tu joues avec les trucs. Tu vas vivre le truc, t'es pas juste là à peindre en fait. Tu es là à jouer et à peindre. Comme ça, presque. c'est ça. Oui, t'as raison. Et C'est que c'est. Ouais, c'est. Attends, je vais dire un truc. C'est c'est que c'est pas formel. C'est que ça m'ennuie beaucoup la peinture formelle, je pense. Quand c'est que des questions de peinture, c'est de comment tu as peint ça. Je me nourris constamment, j'adore aller voir des peintures et c'est vrai que même quand je regarde Simon Taille par exemple et que ça revient dans La Femme montagne,
c'est des questions formelles aussi, mais je pense que j'ai besoin avant tout que ça soit quelque chose à dire. Et puis après, on va voir. Après, la peinture, c'est mon moyen, c'est vraiment, c'est mon langage. Mais ça peut pas être des questionnements formels de ah, tiens, et si je le peignais comme ça ou comme si, je sais pas, je sais pas. J'ai essayé, hein, mais ça marche pas du tout, franchement. Mais il n'y a pas de morale là-dessus. Y a pas... Bref, tu t'excuses un peu. Fleur Non, morte mais c'est juste que j'admire les peintres qui sont que qui dans sont des questions plus formelles. contentes par les... Ouais. Blablabla. Fleur morte et vie. Ça, on n'a plus le temps, mais on va parler quand même de cette peinture très vite, OK? C'est une Ouais, 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 peinture préférée de toi, donc c'est dommage. Alors, elle est de 2023, tu viens de la faire. Euh, ouais, 140 ou 180, huile et technique mixte sur toile. oui. Ouais. Alors, une des dernières peintures que j'ai faites, effectivement, enfin, je l'ai faite pour mon exposition que j'ai fait en janvier là, chez Egenhardt à Berlin. Et par rapport à la femme montagne, je pense que c'est bien aussi de finir par elle, parce que je pense que c'est une réponse aussi de la femme montagne. C'est pas vraiment directement, pour le coup, ça du deuil, de la perte de Félix. Donc ça a pris du temps. Il est mort il y a 7 ans et j'ai mis 7 ans à faire cette peinture et vraiment de... Même si c'est une idée que j'ai eue il y a 7 ans, c'est-à-dire que c'est une idée qui m'a aidée à survivre la mort, c'était l'idée que je voulais que vraiment son corps soit enterré dans de la terre et que de son corps naissent des fleurs, que je sois transpercée par... Enfin non, que ces fleurs se prennent dans mes bras. Enfin, il y avait toute une idée de... C'était l'absurdité de ouais, l'abstraction de que devient un corps après la mort. Enfin, c'était vraiment très difficile. Surtout un corps aimé, un corps charnel aimé, enfin, c'est très difficile et très douloureux. Et donc, il y avait cette idée-là. Et puis, les années sont passées et puis j'ai été capable là de faire cette peinture parce que émotionnellement, c'était hyper douloureux de la faire. Enfin, j'ai dû me connecter à toute cette douleur et donc j'ai fait ce squelette sous terre avec sa grouille, c'est fait avec plein de déchets de l'atelier, des pelures de mandarine. Enfin, je voulais vraiment que ce soit un truc un peu grouillant. Et puis, il y a ces fleurs qui sortent du corps et qui transpercent le corps. Il y a une vraie cicatrice. À la scie sauteuse, j'ai coupé la toile parce que je voulais vraiment parler du fait que je sais pas, de cette vie qui continue, quelque chose qui te transperce en fait, que finalement, et de toute façon c'est normal, ça devait prendre 7 ans parce que ça prend du temps, les choses, il y avait des choses qui devaient vraiment pousser. Et aujourd'hui, j'étais capable de peindre ces fleurs, de savoir qu'est-ce que c'était ces fleurs, qu'est-ce qu'elles symbolisaient. Elles symbolisent plein de belles choses, mais qu'il y a vraiment aussi cette douleur. Et puis après, bon, ça c'est mon interprétation, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais je pense que ça parle vraiment de ce cycle de vie, de mort, de transmission, ouais, des réflexions sur notre corps, sur la décomposition du corps, voilà. Et puis après, picturalement, j'aimais beaucoup comment j'ai simplifié la façon dont j'ai peint le corps, d'avoir vraiment laissé cette ligne, de pas avoir cherché à faire des effets de peinture, de modeler, etc. Et je pense que là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et je pense que c'était aussi la rencontre j'utilise de plus en plus le fusain et le trait. Et voilà, donc il y avait ça. Et puis, c'était très, très riche comme peinture à faire. Ouais. Et waouh, j'adore. Il y a une fleur que c'est un miroir, non? Ouais, la valeur très coupante, c'est un miroir. C'est ce que je voulais aussi, un peu comme dans Bobo, j'aime bien qu'on puisse se voir un peu dans mes peintures. Peut-être un peu littéral, mais c'est peut-être aussi des références à Niki de Saint-Phal. Voilà. Merci beaucoup pour cette première Merci à partie, toi. Madeleine. Mais il n'a plus que 10 minutes Ok. pour tout le reste. Bon, ça va aller. Je vais juste parler de ton actualité. Oui, Donc, l'exposition Lacan, quand l'art rencontre le psychanalyse, euh, jusqu'au 27 mai 2024, OK? C'est ouais, au il y a Centre la Pompidou peinture Metz. Bobo. Il y a Bobo qui est là et plein d'autres artistes merveilleux. Au Centre Pompidou Metz, 27 Ouais. mai, bientôt.
Et là, on va passer à la deuxième partie où je te demande des questions et tu vas dire, en fait, on t'a demandé de donner des réponses et on va parler des réponses qu'il t'a données par rapport à, par exemple, une peinture de l'histoire de l'art qui est importante pour toi. Tu nous as Oui, parlé de Otto Dix, les joueurs de cartes qu'on voit oui. sur l'écran, 1920. Euh, Alors, j'y vais. T'as une question précise? non. C'est une peinture géniale que j'ai vue à Berlin. Enfin, Autodix, j'adore, mais alors celle-là, que j'ai revue cet été, elle est absolument géniale. Formellement, c'est exceptionnel, tout ce qui se passe. Enfin, c'est... Mais le plus important enfin, que je voulais dire, c'est que ce que j'ai trouvé vraiment incroyable avec cette peinture, c'est qu'il nous fait voir par la peinture, et c'est un truc que j'admire tellement, par la peinture, il nous fait voir quelque chose d'inregardable et de vraiment cauchemardesque, qui sont donc les gueules cassées après la Première Guerre mondiale. Et je pense que c'était quelque chose vraiment d'insoutenable à regarder et de vraiment d'irregardable. Et par la peinture et par tous ces jeux qu'il fait où il colle vraiment les cartes, où le costume bleu, c'est vraiment du tissu. Il y a de l'aluminium, qu'il utilise du vrai aluminium, qui l'utilise pour matérialiser les cyborgs, que ces cyborgs zombies ces soldats sont devenus. Et en même temps, il joue aux cartes. Enfin, il y a un truc tellement drôle et il y a plein de trucs très drôles. Il y a dans la tête du personnage de milieu, c'est un rapport. Il y a une sorte d'homme qui fait enfin, qui pénètre Oui. une femme. Donc il y a ça, il y a donc la sexualité est présente malgré et je trouve que c'est très fort qu'avec 100 ans d'écart, j'ai regardé cette peinture et j'ai vraiment ressenti l'horreur de ce qui s'était passé et il nous le rend. C'est à la fois du plaisir de regarder cette peinture, parce qu'il se passe un plaisir pictural exceptionnel, et en même temps, et par le plaisir, il nous fait ressentir un truc vraiment horrible et c'est vraiment fascinant. Et je trouvais ça impressionnant. Enfin, j'admire beaucoup. Je suis très autour d'une exploration plutôt de quelque chose de très intérieur et d'état intérieur et de la complexité de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et j'aimerais beaucoup arriver plus à parler peut-être du monde extérieur, ouais, du monde, mais ces questions de réalisme et tout. Enfin bref, je sais pas, Autodix, c'est. Ouais, super inspirant et très Ouais, d'actualité. ouais. Une peinture de l'histoire de l'art que tu n'aimes pas ou que tu ne comprends pas encore ou que tu rejettes. Tu as choisi Luc Tuymans, Eternity de Eternity, 2021. oui. Ah, il y a beaucoup d'images. Alors, Luc Tumance. Très difficile cette question, mais j'ai choisi celle-là parce que je pense que c'est celle que j'ai vue la plus récemment. Elle était exposée chez Zwirner, je crois qu'elle est exposée chez Pinault en ce moment. Donc c'est une peinture très très belle. C'est cette sphère rouge. Je sais pas, il y a vraiment un plaisir pictural évident. Et en fait, c'est une maquette de la bombe atomique avant qu'elle ait jamais explosé. C'était une maquette de ce que ça pourrait donner visuellement. Et en fait, il y a un truc qui est chez Luc Tumance, c'est pas que. Il y a un truc, je pense, qui m'énerve. Je pense que ça doit. Je sais pas très bien comprendre. Mais il y a un truc très, en fait, je trouve très efficace et très systématique dans sa façon de travailler, très photographique aussi, vous apporte toujours de. Mais il y a un truc un peu d'efficacité dans son système qui est je vous fais voir quelque chose, c'est agréable, c'est très bien, pas mais en fait, c'est quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise parce que donc, il y a un truc très conceptuel de dans un deuxième temps, on va vous dire ce que vous regardez et ha ha ha, vous croyez que c'était beau, mais en fait, c'est quelque chose d'horrible. Et il a fait ça avec des portraits dignitaires du Troisième Reich ou et en fait, on ne sait pas si on regarde un homme horrible ou c'était en fait c'est peut-être quelqu'un de sa famille. Enfin, il y a toujours ce jeu un peu de qu'est-ce que tu regardes et de se jouer avec ce malaise. Mm. Et c'est un rapport, je sais pas, je pense trop systématique, trop efficace, peut-être un peu facile ou je sais pas, peut-être un rapport aussi à où il passe pas trop par l'imagination. Je sais pas, il y a un truc. C'est vrai que vous êtes tout à l'opposé avec Tuymans, c'est sûr.
Et en même temps, il va chercher, il joue sur l'ambiguïté, il adore jouer avec nous, il adore jouer avec le spectateur. Donc là, il est vraiment très très fort. Ça joue. J'enlève pas le fait qu'il est très très fort et que bravo, et que je suis peut-être un peu jalouse, mais il y a un truc qui m'agace aussi. Je sais que quand je sors de ces expositions, je suis pas bien, mais je suis pas bien pas, genre, oh, je suis énervée parce ce qu'il nous donne. Il y a un truc où je trouve que, je sais pas, qu'il nous balade un peu, qu'il n'y a pas beaucoup d'amour, que c'est un peu, haha, je vous ai bien eu. Hmm. Mais Oui, il se dévoile pas ou il se dévoile en montrant qu'il est désabusé par rapport aux montres. En fait, tout est, je sais pas. C'est un peu difficile de devoir aller très vite sur cette réponse, mais voilà. non, mais t'inquiète, mais je te veux un peu vite parce on passe un peu. On peut les passer, merci Nils. Merci, Nils. Alors, un livre ou un film ou une musique qui a nourri ta pratique. Tu as Oui, choisi Ask the Dust de John. oui. Et en fait, tu m'as expliqué un peu, parce que moi, je ne l'ai pas lu. Est-ce que tu veux l'expliquer aussi pourquoi tu as choisi ce livre? Alors, ce livre, et j'aime beaucoup l'édition, c'est l'édition, c'est mon édition, Oh c'est là un là. cadeau de mon papa. Et c'est un livre que j'ai lu il y a, je pense, je l'ai relu là, parce que je me suis dit, c'est quand même un livre important pour moi, mais en fait, je l'ai lu il y a 10 ans, enfin, Hmm. un bout de temps, donc est-ce qu'il est toujours, mais en fait, je suis très heureuse juste de l'avoir. C'est vraiment un compagnon de route où je me dis, ah, de toute façon, ah, c'est bon, il y a John Fante, il y a Bandini dans Demande à la poussière. Et en fait, c'est un personnage qu'on suit. Donc, John Fante, c'est un écrivain et qui utilise énormément, donc aussi son expérience Mhm. personnelle. Il est fils d'immigrés italiens aux États-Unis dans les années 30, 40. Et il est monté à Los Angeles, il voulait être scénariste, écrire des livres, etc. Donc il a eu cette vie, il est venu à Los Angeles pour devenir scénariste, pour devenir écrivain. Et son personnage, c'est un peu une sorte d'alter ego qui s'appelle Bandini, donc Mhm. aussi un fils d'immigré italien. Et c'est un peu ses errances. Donc là, ce livre-là, c'est ses errances. Après, le personnage évolue parce que lui, finalement, il a eu un peu plus de succès, etc. Donc, il y a eu des livres où il est moins dans la galère, mais dans ce livre-là, il est vraiment dans la galère. Il n'a pas d'argent, il a vendu une nouvelle. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il alterne des moments où il se trouve génial, où il pense vraiment qu'il est le nouveau génie. Il est d'un orgueil et mais insupportable. Et puis des moments où vraiment, il trouve qu'il est vraiment... Je pense qu'il est un peu bipolaire. Il trouve qu'il est vraiment la pire merde du monde. Et il est vraiment à la fois, quelquefois, tellement à vivre comme ça, plein d'amour pour tout. Et puis, quelquefois, il est horrible, il est raciste. Mais en fait, c'est parce que lui-même, il aime une femme qui est mexicaine, mais il l'aime. Et à la fin, tout d'un coup, il lui dit des choses horriblement racistes. Mais après, il se rend compte que c'est parce que lui, on l'a toujours traité de sale italien et qu'en fait, lui, il a subi du racisme. Et on passe comme ça, on le suit tout d'un coup vers ses hauts, vers ses bas, vers ses élans de générosité et ses élans de médiocrité. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très, ouais, très, Non. très humain, très le pire et le meilleur. Il n'est pas très connu. Bukowski l'a rendu, qui est beaucoup plus, vraiment beaucoup plus méchant. Bukowski l'aimait beaucoup, mais je trouve que c'est une sorte de Bukowski avec du cœur et avec beaucoup d'amour et voilà, je trouve que c'est un compagnon de route Très bien, qui fait du bien. très bien. Oui, on voit l'état du livre pour comprendre. Ouais, et j'adore même le que j'aimerais Oui. peindre. Enfin, je trouve que c'est une peinture, Ouais. c'est des ombres, mais tout c'est. Ça fait un peu comme un Simon Taille ou un Clifford Steele, je trouve. C'est hyper beau. Et juste dans un livre d'art qui t'a influencé, je veux juste dire que tu as choisi donc à la base Isa Gensken, un livre qui s'appelle Match dich Usbe. Ut- Ouch, celui-là. Voilà. Euh, Oui. de 2015. Et ensuite, on a changé finalement. Oui, j'ai changé d'avis plein de fois. Tu as changé d'avis. Tracy Emin, interviewée par Katie Hessel. OK, The Great Women Artists. Tu veux, Ouais. non, tu veux, mais vite nous parler un peu de Tracy Emin, de cette interview. Pourquoi il t'a touché? Alors, c'est un podcast qui est sorti là, il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il y a un an. Mais Tracy Emin, donc je trouve que c'est un bon, très très bon podcast, une très très bonne interview de Tracy Emin, qui est une artiste que j'ai découvert quand j'étais partie à Londres en échange. Mais c'est
comme John Fante, comme quand tu dis comment j'utilise ma vie. Enfin, je trouve que c'est une sorte de sincérité absolue de son rapport à son travail. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrance, mais il y a une sorte de, mais waouh. Hmm. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée dans son interview. Elle dit ce qui compte une œuvre d'art, c'est que ça te fasse ressentir quelque chose, en fait. C'est ça qui compte. C'est rien d'autre. C'est pas une image, c'est pas pour décorer, c'est pas. Enfin, c'est pas quand tu disais faire quelque chose de beau et ensuite. C'est pas pour faire un truc. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que c'est ce que je veux d'une œuvre d'art, c'est qu'elle me fasse ressentir des choses, c'est qu'elle me fasse sentir vivante, en fait. Et je pense que Tracy Emin, c'est une artiste qui a tout sacrifié pour l'art et qu'elle est, Hmm. bah, je sais pas, elle est tellement admirable et elle a vraiment fait des œuvres géniales. Enfin, le lit, c'est génial. Le Last Exorcist of the Last Painting I've Ever Made. Elle s'est enfermée pendant 3 semaines dans un cube comme ça et elle a fait plein, plein de Oui. peintures. Et elle a une peinture dedans que j'adore qui est une, comme peint vraiment comme un truc, un mélange entre Homme des cavernes et quelque chose de très expressionniste, où c'est une femme, un rapport sexuel en levrette entre un homme et une femme, et elle dit, If I'd be honest, I'd rather not be painting right now. Et je trouve que ça parle aussi de je sais pas, du rapport à l'art, où il y a un truc où si la vie était plus, enfin, je serais pas peinte si les choses étaient plus simples à vivre. Je sais pas comment dire. C'est trop beau. C'est... Si j'étais honnête, je préférais avoir une vie où je ne devrais pas régler tout ce que je dois régler avec la peinture tous les jours et tout ce trop-plein d'émotions, de tout. Voilà. C'est très beau, Maud. Et là, merci. Cecilia Vicuna, tu l'as choisie pour une peinture contemporaine que tu aimes. Ouais, Euh, Cecilia Vicuña, que j'ai oui. découvert à la Mhm. Biennale de Venise il y a Oui. 2 ans. Oui. Euh, C'était difficile de trouver un peintre où j'arrivais à... Parce qu'il y a souvent plein de choses qui me plaignent. J'ai beaucoup de peintres, mais trouver quelqu'un qui... Et je pense que Cecilia Vicuña, j'avais envie de parler d'elle parce que je pense que c'est une artiste qui... Donc déjà, l'aura de ses peintures m'ont vraiment énormément plu. Celle-là, Mhm. c'est pas la plus bizarre. Je sais pas pourquoi finalement je choisis elle, mais... euh, C'est où il y pas a une vraiment des valeur. choses... Ouais. Quoi? C'est pas une valeur en soi-même bizarre, mais ok. Tu dirais, moi, ça m'a pas étonné que tu as choisi elle. C'est tellement bobo, c'est tellement plein d'autres. Toi, la toi, quand je Oui, me rappelle beaucoup de son travail. oui, et puis même elle est déchirée en deux, cette femme. Enfin, il y a ce truc Ouais. de contradiction. Mm. Euh, mais c'était, je pense, que c'est, oui, à voir en vrai, c'est des peintures qui ont énormément d'aura, Oui. où la matière picturale où il y a quelque chose de très naïf, mais en fait pas du tout, enfin, extrêmement maîtrisé. Euh, de très plaisir et un grand plaisir à... J'ai hésité à parler de Tracy Emin, mais je pense que j'ai moins de plaisir à regarder les peintures de Tracy Emin que j'ai de plaisir de regarder, par exemple, cette peinture de Cecilia Vicuña, où il y a ce truc très imaginaire, où elle te prend vraiment par la main et tu rentres dans son imaginaire. Et il y a, enfin, Oui, même il y a ce dialogue abstrait, figuratif qui est hyper juste. Et dans le fond, aussi ce propos sur la Vierge, donc c'est l'aspect de la Vierge et la Vierge et la pute. Ces deux choses qu'on colle dans l'identité féminine et la pute vierge. finalement, ouais, il n'y a plus de Vierge. En fait, finalement, elle découpe les deux, elle les colle, elle crée un truc un peu Frankenstein de Vierge et de pute en même temps. Et Et, ouais. elle Et est le très serpent. belle. Et le Elle est serpent, très ça forte. me rappelle Le oui, serpent, le côté ouais, il est génial. contradictoire dans une toile, en fait. Est-ce qu'on peut, donc, si on parle de couper en deux, euh, passer à la peinture suivante, qui est la peinture contemporaine que tu as choisie française. Et donc, tu as choisi Jacqueline de Jong. Et After 4 hours in the beans are revealing themselves, de Oui, 1971. et on-
qui est pas du coup contemporain. Mais en gros, c'était une peintre française, une peinture d'un peintre français vivant aujourd'hui. Et, euh, et Si. j'ai choisi donc Jacqueline de Jong. Alors, elle, j'ai découvert son travail à Paris International dans une galerie Château. Donc, Mhm. il y a une dizaine d'années. Et c'est très, très frais. Pour moi, ça aurait pu être fait là, il y a Oui, 5 ans, oui, tu vois, un peu. carrément. Une fraîcheur, c'est une artiste qui se remet constamment, qui recommence constamment à zéro un peu. Elle a plein de séries très différentes, etc. Et celle-là, c'était, donc, elle est néerlandaise, elle s'est installée en France, elle a fait partie du mouvement situationniste dans les années 60, je sais pas quoi. Mais bref, en tout cas, elle est très inspirée par Cobra, tout ça. Mhm. Et elle a fait cette série de peintures parce que je pense qu'elle voyageait beaucoup de peintures valises qui sont à la fois des journaux Ah oui, intimes mais c'est aussi des journaux médiatiques. Donc il y a ce mélange d'imaginaire personnel et d'imaginaire commun. Mhm. Et il y a un truc qui est hyper ludique mais à la fois qui parle vraiment enfin, une sorte de miroir de ce qui se passe et autour d'elle et voilà, et ce truc ce mélange d'écriture, je pense aussi de journal intime et de peinture, toujours ce Mhm. rapport très très direct en fait à la peinture me Merci beaucoup. fascine. Et Et l'écriture, je dirais aussi, parce que t'as ouais, d'autres tableaux avec beaucoup d'écriture qu'on n'a pas montré aujourd'hui, mais je pensais à la tableau avec le chat. Et on va juste finir là-dessus parce qu'après, j'aimerais laisser la place à des questions. Et ouais, il s'appelle le tableau avec le chat quand on invite les gens à les regarder sur Internet. ouais, ça s'appelle Tout ce qui coule hors de moi, Turn Me On. Yes. Et là, Madeleine, je vais juste dire l'actualité de deux personnes et ensuite on va passer aux questions. Donc, c'est la fin de l'exposition L'impuissance de Thomas Lévy-Land samedi 11 mai prochain et il fera une visite commentée avec la critique d'art Sarah Hillermeyer à 17 heures le 11 mai. Entrée libre et gratuite au 21 rue Chapon au fond de la cour. Et aussi moi, mon actualité au musée d'Orsay jusqu'au 30 juin. Et là, on va passer aux questions. Nils, est-ce que tu as des questions pour Oui, Madeleine? bien sûr. Une première question, Madeleine est-elle inspirée par les œuvres et la méthode d'Ingres, notamment pour la femme montiane qui rappelle les odalisques? J'ai l'impression qu'on trouve l'aspect assemblage d'Ingres dans sa technique. Alors oui, complètement. J'ai suivi en première année aux Beaux-Arts un cours de François-René Martin sur Ingres. Et je pense que j'ai été complètement, et j'ai été complètement fascinée par ces peintures, découpages de recherche et par ce trait qui semble très réaliste, mais qui est complètement surréaliste en fait. Et ce rapport. Même, je pense, toute cette chose autour de la piscine, des ballons, il y a un truc qui est une sorte d'héritage des peintures de Harem, d'odalisque, de bain turc, hein, etc. Oui. Cette sensualité, je pense qu'elle m'a. Mais que Hockney a aussi repris à sa façon. Enfin, je pense que c'est une sensualité, un érotisme qui m'a complètement ainsi que tout le découpage. J'ai beaucoup été très obsédée par les peintures découpées de Ingres. Très bien. Accordez-vous une place à l'analyse, la psychanalyse dans votre travail? Oui, euh, oui, complètement. C'est déjà parce que moi j'en ai fait une et ça m'a énormément aidée et je pense que j'ai une vie psychique très intense avec beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes, beaucoup de. Et je suis toujours très attentive avec tous les petits mouvements qui se passent à l'intérieur de ça et ça, mais en fait, ça s'est connecté à ça, mais en fait, c'est peut-être ça aussi. Et je suis très, très attentive à toutes ces choses-là. Et la peinture, ça m'aide à redonner du silence, parce que sinon, c'est beaucoup trop bruyant. Et donc, oui, oui, mais j'ai lu Freud pas mal. Lacan, pas trop, mais un peu, il y a quand même quelques notions qui m'intéressent beaucoup. Et Jung, il faudrait que je lise plus, parce que je pense qu'il y a des choses qui. Mais ouais.
Mais encore une fois, c'était plus par la pratique que par la théorie aussi que j'approche ce sujet. C'est toujours très physique, comment je vis les choses. Ok, notre question, comment décidez-vous ce qui est détaillé ou précis ou suggéré, en gros l'hétérogénéité de vos toiles? Euh, Bah, ça dépend Hmm. des choses qui m'invitent, je pense, à la contemplation. Donc, celles-là, j'ai envie de les regarder, de les peindre, d'essayer d'attraper la lumière, d'avoir cette osmose de méditation qu'on a quand on peint, quand on observe, qui est vraiment quelque chose qui... Et puis ces moments vraiment de pulsion, d'imagination, où là on passe dans quelque chose de beaucoup plus brut. Et là, c'est que l'intention qui compte, c'est pas le détail de cette main. La main, elle va juste attraper quelque chose, on s'en fiche de comment, à quoi elle ressemble en fait. Ok, une dernière question. La dimension ludique de vos œuvres n'est-elle pas liée au combine painting du Rauschenberg? Quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Rauschenberg, le combine painting. Ah, de Rauschenberg! Oui, pardon, j'ai mal prononcé. Si, j'ai regardé Rauschenberg, mais c'est peut-être un petit peu trop formel pour que ça me touche profondément, mais c'est un artiste que bien sûr j'ai regardé euh, et Pas qui, pour l'assemblage, peut-être, et tout ça, pour le collet, bien etc. sûr, c'est quelque chose que j'ai intégré complètement Enfin, j'intègre beaucoup de tout ce qui est... C'est pour ça que c'est difficile, je trouve, quelque chose de rejeté, qu'on rejette dans l'histoire de l'art, parce que je trouve qu'il y a toujours des trucs à voler dans tout ce qui se passe dans l'histoire de l'art. Il y a toujours des choses, ouais, des trucs à piquer, quoi, des bonnes idées qu'on peut réintégrer dans son langage. J'essaie toujours un peu de réintégrer des choses dans dans mon langage pictural. Super, merci. Merci à vous. Merci Nat, merci Nils, Merci à toi, merci Thomas. super. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci. C'est coupé.